Je m'appelle Jacques Touchon, je suis psychiatre et neurologue, professeur de neurologie émérite à l'Université de Montpellier. C'est une réflexion que j'ai eue personnellement quant à moi depuis très longtemps, mais lorsque on exerce ce métier de médecin et plus spécifiquement de neuropsychiatre, cette confrontation à la liberté, elle est permanente. Sa liberté de thérapeute, la liberté du patient. Et si l'on envisage très rapidement le champ de l'expérience neuropsychiatrique, et commençons d'abord peut-être par la psychiatrie, quel étonnement de voir des patients qui répètent des expériences douloureuses. Ils font le constat qu'elles sont douloureuses et ils les répètent. Combien dans la pratique d'un neuropsychiatre on a rencontré de femmes qui étaient des femmes battues, qui avec beaucoup d'énergie se sont séparées de leur conjoint qui les battait et qui quelques années après réépousent un conjoint violent qui les bat. J'ai souvenir aussi d'un enfant battu qui, devenu adulte, avait une vie bien rangée et qui avait peur de battre ses deux petites filles. Et je l'ai eu en thérapie pendant un certain nombre de mois. Un jour, il a disparu. Il est revenu me voir en disant, voilà, j'ai battu mes deux petites filles. Mais alors, dans la pathologie psychiatrique plus marquée, pourrait-on dire, il y a cette absence de liberté du symptôme hystérique. Voilà une jeune femme qui est paralysée, qui est obligée d'être mobilisée dans un fauteuil roulant et qui pourtant n'a pas de lésion organique. Elle n'est pas libre. Ce n'est pas elle qui a décidé d'être paralysée. C'est inconsciemment que le symptôme de conversion s'est créé. La conversion hystérique est beaucoup plus fréquente que ce que l'on pense actuellement. Ça n'appartient pas qu'à la période de Charcot et de la Salpêtrière. C'est l'expérience fréquente du neuropsychiatre. Mais que dire aussi de la liberté du psychotique, qui par cette adhésion aux hallucinations et la création d'un monde délirant essaye désespérément de s'accrocher à la réalité qui va reconstruire différemment pour garder de la cohérence. Que dire encore de la liberté de ce patient ou cette patiente atteinte de troubles obsessionnels compulsifs et qui, avant de quitter son domicile, va vérifier 50 fois que la serrure est bien fermée, va dire des dizaines et des dizaines de fois des formules magiques qui n'ont aucun sens, aucun contact, aucune relation avec la réalité. Et il le sait bien, ce patient le sait bien, qu'il est hors du rationnel. Et pourtant, il va répéter ce rituel. Il va répéter ces formules magiques. Il va répéter, on connaît tous ces laveurs de mains. La situation actuelle n'est pas la même, mais ces gens qui s'abîment la peau des mains à force de se laver les mains, ils savent que leur comportement est illogique, incohérent, et pourtant. Et donc là, on voit très bien avec ces quelques exemples de la pathologie psychiatrique, ô combien fréquente, combien le sujet n'a pas la maîtrise de son comportement, combien la pathologie va faire de lui un homme non libre, un homme au sens général, un homme ou une femme non libre. Et alors si maintenant on aborde
la pathologie neurologique. D'autres exemples spectaculaires que certains psychanalystes, ignorant le cerveau, pourraient interpréter de façon tout à fait curieuse. L'exemple du syndrome d'héminégligence. Ce sont des personnes qui, après une lésion de l'hémisphère droit, très souvent le lobe pariétal, vont négliger toute la partie gauche de l'univers. Ce qui est à gauche n'existe pas. Le monde à ma gauche, mais aussi la partie gauche de mon corps. Ma main gauche n'existe pas. Et la situation clinique qu'on a quelquefois rencontrée, qui est spectaculaire, un patient héminégligent, qui est assis ou allongé, on lui montre sa main droite, on lui dit, mais à qui est cette main? Ah bien, à moi, bien sûr, enfin, docteur de... Hein? On lui montre la main gauche, à qui est cette main? Ah bien, je ne sais pas. Elle n'est pas à vous, cette main? Ah non. Une héminégligence, une négligence de la partie gauche du monde et même de son propre monde. Et si on demande, et l'exemple est classique, à ce patient de dessiner une marguerite, il dessinera que la partie droite de la marguerite. Est-ce qu'il est libre de ce comportement? Non. Il a une lésion du cerveau qui va causer cette absence de liberté, cette méconnaissance de la partie gauche de son univers. Deuxième exemple, ô combien spectaculaire, c'est le syndrome de disconnexion interhémisphérique. De quoi s'agit-il? Nous avons deux hémisphères, un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Ces deux hémisphères sont réunis par un pont. Ce pont, c'est le corps calleux. Nos deux hémisphères, droit et gauche, grâce à ce corps calleux, vont prendre une décision en commun, pourrait-on dire. Mais si ce corps calleux, ce pont entre les deux hémisphères, est détruit, alors il peut être détruit par une tumeur, ou par exemple, ou à une époque, on faisait des sections du corps calleux. Dans les cas d'épilepsie gravissime, résistante, pour éviter que la crise puisse diffuser d'un hémisphère à l'autre. Ces sections du corps calleux ont permis une observation très précise de ce qui se passe quand nos deux hémisphères sont déconnectés. Et l'expérience la plus célèbre, peut-être, de Gazzaniga, là, il envoie dans l'œil gauche un message, marcher. Ce message qui arrive à l'œil gauche est transmis au cerveau droit. Mais comme le corps calleux est cassé, ce message reçu au niveau du cerveau droit ne peut pas être transmis au cerveau gauche. Le sujet recevant le message marcher, l'hémisphère droit répond et le sujet se met à marcher. Et on demande au sujet pourquoi vous êtes-vous mis à marcher? Et le sujet répond parce que j'ai soif et je vais me chercher à boire. Que cela est bizarre, mais qu'est-ce qui se passe? Le message qui a été reçu par l'hémisphère droit est mis en acte, marcher, est perçu par l'hémisphère gauche qui ignore le message, mais l'hémisphère gauche se voit marcher. Et là se passe une chose absolument incroyable, c'est qu'on va inventer une raison. On va inventer une raison. Ceci est le cas de personnes
tout à fait particulières pour lesquelles le corps calleux a été lésé, soit chirurgicalement autrefois, soit par une lésion. Mais est-ce que ça n'est pas un peu notre problème lorsque nous sommes confrontés à une réaction, à un environnement qu'on ne comprend pas très bien, une réaction de nous-mêmes, on va rationaliser, on va rendre cohérent notre comportement pour garder le contact avec le réel. Et c'est Jean-Didier Vincent qui disait « Nous sommes tous des romanciers de notre propre vie. On se raconte tout le temps des histoires. » Et alors cet exemple de neurologie permet de comprendre un peu notre comportement d'individus normaux, entre guillemets, impliqués dans le monde, devant des événements ou ses propres comportements qu'on ne comprend pas très bien. Alors, en sortant de ce champ clinique et en allant dans le champ des neurosciences et des expériences neuroscientifiques, il y a eu une révolution. En 1983, Benjamin Libet, qui, en conclusion de ces expériences qu'on va décrire rapidement, a dit « mais le libre arbitre n'existe pas, la liberté n'existe pas ». Et son expérience était intéressante. Il demandait, alors ces sujets d'expérience étaient enregistrés par électroencéphalogramme. Et il demandait au sujet d'appuyer sur un bouton et de dire quand il prenait la décision d'appuyer sur un bouton. L'extraordinaire résultat de cette expérience, c'est que le moment où le sujet prend la décision d'appuyer sur un bouton, la réaction motrice est déjà préparée dans notre cerveau. Résultat absolument bouleversant. Lorsque nous sommes conscients que nous prenons la décision, cette décision est déjà préparée. Alors cette expérience de Benjamin Libet a été reproduite avec l'IRM fonctionnel, par exemple, avec le même type de résultat. Mais la critique a été relativement pertinente par la suite. D'abord, ces expériences ne représentent pas les conditions de la vraie vie. Mais surtout, a été démontré, et c'est Lionel Nakache qui en parle, a été démontré qu'il y a plusieurs actions qui se préparent en même temps. Il n'y en a qu'une qui va se produire. Et là, il y a une décision, on élimine un certain nombre d'actions, on fait un choix. Et c'est là où pourrait se situer notre liberté, dans ce choix, dans la possibilité de dire non, l'action se prépare, mais je ne la veux pas. Et il y a des chercheurs en neurosciences qui ont évoqué ce problème en disant que l'essentiel est que, pour comprendre notre comportement, c'est qu'il y a des conditions préalables qui sont intériorisées, et en particulier au niveau de notre lobe frontal. Et que si l'action qui se prépare ne répond pas aux conditions préalables, cette action-là est refusée. Ceci est important à considérer, mais ça permet aussi de souligner toute l'importance de l'éducation, de la formation, de l'environnement, qui a créé ces conditions préalables. Donc cette expérience de Benjamin Libet pose une question extrêmement importante, mais ne détruit pas totalement le principe de la liberté du sujet dans ses actions. Alors,
Je voudrais terminer ce court propos en disant que finalement, ce qui permet au sujet d'être libre, d'avoir un certain degré de liberté, c'est peut-être la connaissance de ces conditions préalables. Que mieux on se connaît, plus on va pouvoir être libre. Et on revient au principe socratique de gnotis eoton, connais-toi toi-même. Cette connaissance de soi-même va nous permettre de gagner des degrés de liberté. Et c'est en ce sens que les aventures, comme la psychanalyse, peuvent nous apporter un degré de liberté. Psychanalyse ou autre stratégie de connaissance de soi-même, de progression dans la connaissance de soi-même. Et je voudrais donner un message de prudence peut-être. S'il y a un domaine où très souvent on est dupe de notre liberté, on pense être libre et ça n'est pas vrai. C'est dans notre maîtrise du mot lui-même. Et ce que je dis aux étudiants, c'est trois choses. Ce que je dis n'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. Et ce que j'ai dit n'est pas exactement ce qui a été entendu. Et ce qui a été entendu n'est pas exactement ce qui a été compris. Alors vous voyez toute la difficulté de vivre en couple, d'être soignant, d'annoncer un diagnostic, d'annoncer un pronostic. Cette maîtrise du mot, nous ne l'avons pas complètement. Et comme exemple, je donnais l'exemple du signifiant corde. Depuis Ferdinand de Saussure et puis l'utilisation qu'en a fait Jacques Lacan après, on sait que un mot, sa forme sonore ou sa forme graphique, est un signifiant. Mais sous ce signifiant circulent plusieurs significations ou signifiés. Si vous dites corde et que vous placez ce mot dans l'ambiance d'une cour d'école avec des petites filles, ce mot aura une signification particulière. Le signifié qui va se glisser sous le mot corde, ce sera le saut à la corde. Mais si ce mot corde, vous le prononcez dans une entreprise d'espadrilles, ce mot aura une autre signification. Et si vous prononcez ce mot dans une famille où le père s'est pendu il y a quelques jours, là, le mot aura une signification tout autre. Méfions-nous de nos mots, surtout quand on est thérapeute. Je terminerai là.